Je vous remercie beaucoup d'être venu écouter le professeur Claudia Moatti, que nous avons la chance d'avoir parmi nous et que j'ai le plaisir de présenter, puisque j'ai eu le privilège d'être son collègue à l'université Paris 8 entre 2002 et 2007. Université dans laquelle Claudia Moatti enseigne toujours comme professeur, ainsi qu'à l'University of Southern California. Donc Claudia Moatti est spécialiste de la République romaine. Donc parmi ses ouvrages, on peut citer Archives et partage de la terre, publié en 1993, donc sur les problèmes de cadastre et cadastration. En 1997, La raison de Rome, un ouvrage important dans lequel Claudia Moatti essayait d'associer au fond deux dimensions que nous avons souvent par tradition l'habitude de distinguer et de séparer, ce que l'on pourrait appeler le nouménal, hein, ce qui relève de l'esprit ou de l'épistémé si on veut être foucaldien, et ce qui relève du phénoménal, hein, des phénomènes, de ce qui se passe. Et c'est une réflexion sur, au fond, comment l'Empire romain a été intellectuellement possible et comment une révolution intellectuelle a précédé la mise en œuvre d'une construction politique impériale. Et ensuite, on lui doit, bien sûr, plusieurs volumes consacrés aux questions de mobilité entre 2004 et 2009. Un des volumes, d'ailleurs, a été publié aux éditions Ausonius. Donc c'est un immense projet donc qui couvre l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne et peut-être même l'époque contemporaine. Mais donc, ouais, c'est ça, une réflexion très très large sur donc, cette notion de mobilité. Je crois qu'à travers ces trois donc, piliers, cadastration, raison de Rome, donc cette histoire intellectuelle qui n'est pas une histoire des idées, et cette réflexion générale sur la mobilité, on peut se faire une idée déjà de l'historienne qu'est Claudia Moatti, qui est donc pleinement historienne, mais qui aussi, je crois, et j'en termine là pour la présentation, est pleinement une intellectuelle. Et c'est pour ça aussi que je souhaitais qu'elle vienne présenter son travail en cours, son quatrième pilier en quelque sorte, même si ça va reprendre des éléments de la démarche que je viens de présenter, donc une réflexion au long cours sur, j'allais dire la République, mais sans doute déjà le problème commence, puisqu'il vaut mieux dire la res publica et non pas la République, hein, et déjà nous sommes au cœur du problème. Donc comme elle connaît ce problème bien mieux que moi, je vais tout de suite lui céder la parole, et ensuite nous aurons un petit moment d'échange donc avec Claudia Moatti, que je remercie encore, surtout qu'elle a traversé une épreuve particulière dans le train, puisque comme vous le savez peut-être, la ligne Paris-Bordeaux était particulièrement perturbée aujourd'hui. Donc merci encore, et je te passe la parole. Donc merci d'être là. Et d'être là alors qu'un grand débat s'annonce ce soir. Donc vous avez vous aurez quelques idées de toutefois sur Internet. Alors, je voudrais effectivement vous parler aujourd'hui de vous présenter une partie, mais une toute petite partie d'un gros projet de recherche sur lequel je travaille actuellement, et j'essaye de terminer plutôt même, qui est un livre sur la chose publique, sur le concept ou la catégorie historique qu'est res publica. Et ce livre a pour objectif d'en faire une sorte d'histoire discontinue. On a souvent débattu ces dernières années, et surtout depuis la publication du livre de Fergus Millar, The Crowd of the Roman Republic, on a souvent débattu sur la définition de la cité romaine. Quel genre de cité était la cité de Rome, et notamment à l'époque républicaine. Si Fergus Millar a lancé un pavé dans la mare en disant que c'était une démocratie, d'autres ont rebondi en essayant de montrer que pas du tout, c'était plutôt une oligarchie, que les élections même étaient surtout un rituel de consensus, plus qu'un mode d'agir, un mode d'action, en tout cas au moins jusqu'à la fin de la République. D'autres, au contraire, dans la foulée de Christian Mayer,
On conclut même à une sorte de déficit politique par opposition à la cité grecque. Et en réduisant la vie politique romaine donc à des pratiques sociales, à cette fameuse catégorie de culture politique, c'est-à-dire les comportements, les rituels, les symboles, et donc réduisant la vie politique à la compétition entre les membres de l'élite. Ces pratiques sociales, cette culture politique formant la base du consensus dans la cité. Personne, en tout cas, ne met en doute le fait que Rome était une république, car c'est ainsi qu'on traduit res publica, au point que certains s'étonnent de voir cette locution constituer une référence encore sous l'Empire romain. Or, on peut établir assez rapidement que les Romains ne savaient pas qu'ils vivaient dans une république. Alors je voudrais rebondir sur ce point et emprunter un autre chemin pour réfléchir à la question politique à Rome, un autre chemin qui est celui du langage politique, justement, du langage romain de la politique, en m'attachant à cette notion de res publica, l'un des termes par lesquels les Romains désignaient leur communauté politique, à côté donc de populus et de civitas. Cette locution est particulièrement sous-étudiée. Et je me rappelle l'intervention d'un Italien, alors que je présentais ce travail, me disant « Mais enfin, tout ça est bien évident, res publica ». Paraît soit impossible à traduire, soit d'une telle évidence que cela ne nécessite pas de plus ample réflexion. Alors, de fait, quand on regarde la façon dont le terme est traduit, on trouve l'État, les affaires publiques, les intérêts publics, le bien commun, la République. Et comment décider ? La plupart disent qu'il faut choisir selon le contexte. Mais évidemment, en privilégiant l'approche par le contexte ou par la traduction, on est forcément déterminé par nos catégories de pensée, notre façon de comprendre les choses. Au contraire, en travaillant sur le langage et la façon dont les acteurs s'en saisissent, et la façon dont ils l'utilisent, on travaille, pour ainsi dire, dans le texte. Et l'on retrouve l'historicité de ces catégories. Ce qui permet de dégager s'il y a un sens commun ou, au contraire, un conflit de signification. Je rappelle que cette notion de res publica a deux usages. L'un désigne la res publica romana, je ne la traduirai pas, n'attendez pas de moi une traduction, donc la res publica romana, et l'autre désigne une petite communauté détentrice d'une certaine autonomie à l'intérieur de la communauté romaine plus large et souveraine. Une des bonnes définitions de cette petite communauté, de cette res publica locale, qui apparaît très souvent dans l'épigraphie latine, c'est ce passage de Festus qui cite Servius Sulpicius Rufus, un juriste de la fin de la République, un contemporain de Cicéron, qui disait que originellement était municipes, ceux qui avaient été cives dans des conditions telles qu'ils avaient une res publica séparée du peuple romain, comme le peuple de Cume, etc., qui servaient dans les légions mais n'avaient pas l'accès aux honneurs. Ce double usage, local et global, pourrait-on dire, explique en partie l'incroyable longévité de cette notion et la diversité de sa réception, puisqu'elle a servi de référence à l'époque républicaine comme sous l'Empire romain, et ensuite au Moyen-Âge pour les partisans de l'empereur comme pour le mouvement communal, pour qualifier la communauté chrétienne ou au contraire les pouvoirs publics locaux autonomes et laïques, etc. Cicéron déjà lui reconnaissait un caractère immense, flexible, et c'est par là qu'il faut commencer.
Mais si nous voulons nous assigner, si nous voulons aussi assigner à l'orateur cet ensemble de questions instables, sans limite et immenses, un vagam, partem vagam et liberam et late patentem, comme ce qui touche à la res publica, ut de republica. Donc c'est par là qu'il faut commencer, et je voudrais donc successivement vous montrer ces 4 choses, le caractère incertain de la chose publique, ce qui m'amènera ensuite à réfléchir sur la notion de res, sur l'opposition entre 2 manières de la penser, hein, soit par des parthèses, soit par sa forma, et enfin sur la formalisation ultime de la res publica en SPQR. Alors commençons par cette idée que la res publica est une chose immense et instable, indéfinie. C'est ce qui fait qu'elle est dans tous les sens insaisissable. Alors on dira que le langage de la politique est toujours insaisissable, au fond, et intraduisible. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la République aujourd'hui? Et c'est peut-être dans cette incomplétude et cette incertitude que se fait le jeu politique. Et c'est pourquoi, en tant qu'historiens, nous devons prendre en compte la pluralité des acteurs quand on analyse les catégories politiques. Le langage de la politique est donc toujours incertain, mais pour res publica, ce n'est pas le seul problème. Sur un plan linguistique, res publica a un statut tout à fait particulier. Si je prends n'importe quel mot, comme table, chaussure ou même démocratie, le référent est extérieur au signe. On comprend très bien ce que je dis ici. Dans le cas de res publica, le signe ne désigne rien de précis et se réfère en quelque sorte à lui-même. Ou plutôt, on peut dire que le signe inclut la chose. C'est un peu comme le mot Dieu. On pourrait dire, comme les stoïciens, que dans le terme res publica, seul semble accessible le signifiant, la phonée, hein, ce qu'on fait entendre, mais non le signifié, la chose qui est référée dans notre représentation, ce qu'ils appellent le lecton ou pragma, ni même le référent concret, ce qu'ils appellent le soma ou le corpus, qui peut en effet dire a priori le contenu de la res publica. Remarquons que les traductions grecques de res publica ne réussissent pas à saisir cette particularité. Politeia, par exemple, présuppose la police, renvoie très explicitement à la police, même si le mot sert, comme kiwitas, à en désigner différents aspects. Ta demosia pragmata, autre traduction, la plus fréquente, possède aussi un référent extérieur, l'ensemble des affaires pragmata, et notamment, par exemple, des affaires financières de la cité. On notera également que ta pragmata, par exemple, s'emploie pour désigner les affaires du roi. Ta pragmata, tout basileus. On n'emploiera jamais res pour les affaires du roi. Ta koina, enfin, les biens communs, concrets, disent une partie de la chose seulement, et l'on notera aussi que le neutre pluriel ta demosia pragmata, ta koina, ne peut traduire avec exactitude le singulier res. En revanche, les langues modernes ont pour une bonne part gardé dans les termes republica ou republic ou république l'incertitude de la chose, ce qui a peut-être conditionné l'histoire de la politique en Occident. Seul Commonwealth fait un choix, hein, le bien commun, dont dans les autres langues, la République est censée tacitement porter l'idéal. Mais la chose n'est pas le bien.
Et donc, c'est une traduction qui fait un choix, mais qui ne rend pas compte de cette incomplétude, cette incertitude fondamentale. Alors, je n'ai pas pour but ici de faire tomber le mystère, ni de trouver la traduction parfaite, ni de définir ce qu'était la République romaine. Cette communication propose plutôt de revenir sur cette indétermination pour tenter de poser quelques questions. Si nous sommes d'accord pour dire que la langue n'est pas seulement un instrument de communication, mais qu'elle porte un imaginaire, alors la question que l'on peut poser est la suivante. Qu'est-ce que l'imprécision de la chose faisait à la société romaine, ou dit de la société romaine? Quel imaginaire social sous-tend les discours et les pratiques qui lui sont liés? Et par conséquent, deuxième question, que signifie le fait qu'à différents moments de l'histoire romaine, les acteurs s'en saisissent pour lui donner un sens substantiel? On peut voir en effet qu'à partir du IIe siècle, par exemple, l'indétermination originelle a été l'objet d'un processus de formalisation par une partie de l'élite. Un processus qui se continue de manière différente, avec différents déplacements sous l'Empire. Donc je voudrais en montrer quelques aspects, ce qui me permettra de proposer une autre interprétation de la crise républicaine. Il faut donc revenir aux mots, non pas en cherchant à traduire, mais en cherchant à comprendre les significations implicites qu'on peut en déduire. Et d'abord donc le mot res, la chose, qui est le terme le plus important de la locution. On peut remarquer en effet que res publica n'est pas une locution figée, en tout cas pas avant le début de l'Empire. Aussi loin qu'on puisse remonter dans les sources écrites, c'est-à-dire au maximum au IIIe siècle, elle est écrite en 2 mots, dont l'ordre peut varier. On peut trouver res publica, mais aussi publica res, qui a de nombreux équivalents, res romana, res summa, j'en ai mis ici quelques-uns, et qui peut être même réduit à res, comme le montre ce passage de Caton le censeur. Nos amis les citoyens de Camérie avaient une belle cité, une terre excellente et magnifique, et rem fortunatissimam, et une res très heureuse. Mais jusqu'à Tertullien, vous voyez que la réduction de res publica à res se poursuit également sous l'Empire. Il faut vivre assurément pour sa patrie, pour l'Empire et pour la res publica. Donc commençons par res, c'est le deuxième point de cet exposé. Comme je le disais, res n'a pas de référent a priori. C'est une sorte d'enveloppe dont le contenu varie. Je l'appellerai une notion kénotique. Et l'histoire de la notion peut être vue comme suivant un mouvement pendulaire du vide vers le plein, ou du plein vers le vide. Vide, par exemple, quand César dit, selon Suétone, que la res publica n'est qu'un mot appellatio, c'est pas du tout un concept, mais un mot, sans corpus ni species. Plein quand la res publica est assimilée par synecdoque à l'un de ces éléments, les armées, le culte, l'aerarium. Par exemple, dans ce texte sur Capoue, nos ancêtres ont enlevé à Capoue ses magistrats, son sénat et son conseil commun, tous les signes de la res publica. Ils n'ont rien laissé d'autre dans la ville que le nom vide de Capoue. Ailleurs, on trouve l'équivalent entre res publica et aerarium, ou res publica et les alliés, les légions, etc. Ces énumérations n'épuisent donc pas le sens de la chose dans la chose publique. Pour appréhender la notion, il faut remonter aux plus anciens textes et faire un détour par le droit privé.
Comme plusieurs historiens du droit l'ont montré, res forme une constellation avec lis, LIS, le procès, et causa, la définition légale du cas. Res, au fait, peut être traduite comme l'affaire en question dans un procès. Regardez dans le plus ancien texte où l'on trouve le mot res, dans la loi des 12 tables, la première des 12 tables, rem ubi pacunt orato, quand les parties tombent d'accord sur l'affaire, rem, le magistrat l'annoncera. Et puis, la suite, si les parties ne sont pas d'accord, elles porteront leur cause, causam, devant l'Assemblée au comitium. Et à la fin, si une partie n'apparaît pas, le magistrat adjugera le cas après-midi, le cas, l'item, en faveur de celle qui est présente. Cette dimension de la res a plusieurs implications. D'abord, dans l'idée de res, il y a l'idée de litige, d'affrontement entre les parties, donc de pluralité des acteurs. Deuxièmement, il y a l'idée de publicité des débats, le litige se déroulant dans un espace ouvert. Enfin, on peut dire qu'une res n'existe qu'en tant qu'elle est le sujet d'une action entre plusieurs auteurs. Au IIe siècle de notre ère, le juriste Gaius, exposant présentant un manuel de droit romain, distingue les trois catégories. Il distingue les personae, les res et les actiones, c'est-à-dire les procédures. Il se fait l'écho de cette idée qu'une res est une catégorie juridique et qu'elle ne reçoit son existence légale, donc sociale, économique, que parce qu'il y a des personnes en conflit à son propos, auxquelles le prêteur donnera une action. Donc la res présuppose une pluralité d'acteurs et leur interaction. Et cette interaction, ici, signifie un débat ou un procès. La constellation, cette dimension litigieuse de la chose, est aussi valable dans un contexte public. Dans le Senatus Consulte De Bacchanalibus de 186 avant Jésus-Christ, qui règle les conditions d'exercice du culte en Italie, res couvre l'affaire ou les différents aspects de l'affaire en tant qu'elle fait l'objet du conflit opposant Rome et les Bacchantes, qu'elle fait l'objet d'une délibération du Sénat, et à res consoleretur, et qu'elle fait l'objet de mesures de répression contre les Bacchantes. C'est en ce sens qu'il y a, à proprement parler, une affaire. On comprend d'ailleurs facilement comment res en est venu par la suite, mais c'est assez tardif, à désigner par extension, dans le cadre d'un litige, des choses concrètes, réelles, au sujet desquelles il y a procès. Une terre, un esclave, par exemple. Le bien, on pourrait dire, est d'une certaine façon le corpus de l'affaire. Mais en latin, il n'y a qu'un seul mot, res, pour désigner à la fois l'affaire et la chose réelle. Et deuxièmement, le contenu de cette chose, son corpus, ne s'appréhende que du point de vue du cas en débat. C'est intéressant de noter qu'en allemand, das Ding présente cette dualité sémantique. C'est la chose à cette double dimension, et das Ding vient précisément du saxon thing. Si nous appliquons ces remarques à res publica, ne peut-on pas dire que res désigne l'affaire ou l'ensemble des affaires que tous les citoyens, publica, ont en commun et à propos desquelles il y a débat, sinon conflit. Ce monde commun implique en effet une pluralité de points de vue. Et je voudrais souligner tout de suite que commun ne signifie pas consensus. Il y a res s'il y a débat et interaction.
C'est ce qui explique que sous un tyran, et ça c'est une idée qu'on retrouve dans toute la littérature latine, les affaires étant confisquées aux citoyens et les espaces de débat clos, la res disparaît. Cette notion de commun associée à res publica est elle-même explicite dans les sources. Dans un fragment transmis par Festus, Caton, l'Ancien, opposait, semble-t-il, ce qui relève du commun et ce qui relève du particulier. Iure lege libertate republica communitaire uti oportet, gloria atque honore, quomodo sibi quisque struxit. Nous devons pratiquer, c'est très difficile à traduire, outil, et je reviendrai là-dessus, en commun le droit, la liberté, la res publica, la loi, j'ai oublié, mais pour la gloire et l'honneur, c'est selon ce que chacun a établi ou pour soi-même. Ce fragment est intéressant parce qu'il nous montre plusieurs choses. D'abord, une constellation lexicale qui va avoir une grande fortune, l'association entre res publica, droit, liberté. Je vous ai mis deux exemples tardifs, mais on peut retrouver des exemples intermédiaires innombrables. De même, on notera l'opposition entre la liberté de tous et la dignité de chacun. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de confusion entre le social, la dignité, et le juridico-politique, mais que ces dimensions de l'expérience sont en tension. Enfin, on voit bien que ce qui est en commun, ce ne sont pas des choses matérielles, et que la res n'est pas réductible à des biens communs, ni n'est d'ailleurs une unité transcendante. C'est plutôt, comme la liberté ou le droit, d'une communauté d'expérience qu'il s'agit, et c'est peut-être la signification de outil, communauté d'expérience, de procédures communes, ce qui met l'accent, et c'est ça qui m'intéresse, ce qui met l'accent sur les citoyens. Des trois termes qui désignent la communauté, civitas, populus et res publica, pourrait-on dire, désigne la communauté vivante des citoyens, vivante car composée de citoyens qui interagissent. C'est la pratique des affaires communes qui fait que la cité est une chose publique. On a donc une définition fonctionnelle qui met l'accent sur les citoyens, mais qui met l'accent aussi sur le caractère indéterminé de la chose publique. Donc vous voyez que res publica ne peut pas être traduite par république au sens d'un régime politique, ni d'une entité prédéfinie. Ce n'est pas non plus une définition qui prend en compte la dimension matérielle de la cité. Elle est plutôt le résultat de l'interaction des citoyens. Cette absence de détermination préalable se retrouve dans l'histoire des institutions romaines. Pas de constitution écrite, très peu de lois instituantes. La res publica est un peu comme le mos, à la fois susceptible d'interprétation non déterminée, sans origine définie non plus, en mouvement. Ce que je viens de dégager sur cette notion de res, d'affaire, en partant du caractère judiciaire de la chose, a d'autres implications. On comprend par exemple pourquoi le droit privé a été une source de métaphore pour penser le politique. Societas, restitutio, procuratio, etc. Pourquoi même le tribunal peut être une synecdoque de la res publica. J'aime bien imaginer que dans les temps médiévaux, en Scandinavie par exemple, ou en Islande, le ping, ou écrit également thing, était à la fois un lieu de débat et une cour de justice. Au cœur de cette idée de res, il y a donc le procès en droit privé, lisse, et au cœur du politique, il y a la division, le débat qui peut être surmonté. Ce n'est pas moi qui invente ça. Dans le De Oratore, Cicéron fait parler un personnage, Antoine, qui raconte sa plaidoirie en faveur de Norbanus, tribun de la plèbe en 105, accusé vers 95 de majestaté. Et
au moment de sa plaidoirie, Antoine énumérait ses arguments ainsi. Je passais en revue tous les genres de sédition, leurs inconvénients, leurs dangers. Je développais ce point en me reportant aux plus anciennes vicissitudes de l'histoire de notre res publica, et je conclus qu'à toutes les époques, les séditions avaient été fâcheuses, mais que certaines d'entre elles, cependant, furent légitimes et presque nécessaires. J'ajoutais que si jamais on avait reconnu que le peuple romain eut le droit de se soulever, chose souvent reconnue, je le prouvais, en aucun cas il n'avait eu un plus juste motif que dans l'affaire en question. Antoine donnait par anticipation raison à Machiavel, qui définira la grandeur de Rome par sa capacité à laisser libre cours aux conflits, ou à se construire dans les conflits. Si pour les besoins de la cause, Antoine essayait de montrer que la sédition de Norbanus était légitime, son argumentation s'appuie sur cette conception de la politique qui fait du débat, de la division, un élément fondateur et qui trouvait ses exemples dans l'histoire de Rome. On comprend aussi pourquoi il faut traduire la locution res populi, une expression d'ailleurs certainement très ancienne. J'ai retrouvé les plus anciennes attestations remontent à Plaute. Chez Plaute et dans le sens que nous avons dégagé, il faut traduire res populi par les affaires simplement qui concernent ou qui sont en débat auprès du peuple. Populi ici est un génitif de relation qui est bien attesté dans les époques anciennes. Alors évidemment, la notion de res ne dit pas grand-chose des citoyens, de la qualité des citoyens qui sont concernés, mais sans s'y attarder, que peut-on dire? On peut s'appuyer sur le terme publicus, qui a qui vient de deux termes lui-même, populus, qui à l'origine désigne le peuple de fantassins, le peuple en armes, et pubes, qui désigne le jeune pubère capable d'entrer dans la vie politique. Donc, évidemment, les femmes sont exclues. Ce qu'on peut également dire de cette notion de publicus, publiquer, l'adverbe également, c'est l'idée du caractère visible de ces choses et de ces affaires en question. Alors, ce qui est intéressant, c'est le troisième point que je voudrais signaler, c'est que cette dimension litigieuse de la chose publique se retrouve, et diversifiée de la chose publique, se retrouve dans la description qu'on peut faire de la res publica. Cette description la plus ancienne, semble-t-il, nous la montre comme composée de parties, partes, où chacune joue à différents niveaux un rôle dans la vie politique. Et c'est pourquoi on trouve souvent des expressions qui associent des parties diversifiées. Par exemple, on va trouver populus militesque, ou populus senatusque, ou populus plebesque, etc. La division en parties, je vais y revenir, est indubitablement la plus ancienne conception. Si on suit Cicéron, qui expliquait lui-même que dans le texte des 12 tables, tous les intérêts et toutes les parties, partes de la cité étaient décrites. Comme l'a suggéré Pietro Catalano, cette interprétation peut même provenir de la tradition pontificale. En tout cas, on la trouve chez Caton le Censeur, chez Salluste, chez Tite-Live, quand il parle des périodes les plus anciennes. Dresser la liste de ces partes est totalement impossible, c'est sans fin. Il y a non seulement le Sénat, les assemblées populaires, mais il y a aussi les institutions plébéiennes, les prêtres, l'armée, les citoyens en tant qu'ils forment l'armée, les ordres, et même le pater familias prend sa place dans cette liste. De ce point de vue-là, la communauté politique apparaît comme plurielle, même si toutes ces parties ne sont pas sur le même plan. Vue dans ces termes de pluralité et d'asymétrie, la chose publique est ainsi constituée comme un tout ouvert, sans qu'il y ait même un principe unique qui l'unifie. Il y a le mos, on devrait dire les traditions, mais aussi le ius,
la lex, et ces trois éléments, par exemple, sont constamment en conflit entre eux. Le pluralisme juridique reflète la pluralité de la chose publique. Et on peut prendre bien d'autres exemples. Ainsi, comme une anamorphose, en quelque sorte, le centre de la res publica, son centre névralgique, se déplace selon les questions en débat. Mais à partir du IIe siècle, un autre modèle apparaît, qui est, comme vous le savez tous, la constitution mixte. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que la constitution mixte reflète un autre mode de pensée, comme Quintilien l'a bien souligné. Cicéron montre que la définition peut se faire par division qu'il distingue de la partition, faisant de cette dernière la division d'un tout en ses parties, et de la première la division d'un genre en espèces. Le nombre des parties est à ses yeux incertain, partes incertas. Par exemple, lorsqu'on se demande quelles sont les parties d'une res publica. Les formes ou species sont au contraire déterminées, et nous savons qu'il existe trois formes de gouvernement, celui du peuple, d'un petit nombre, d'un seul. Ces deux définitions de la res publica ne se réfèrent pas au même mode de division. Le premier se réfère à des parties, le deuxième, donc des parties, c'est-à-dire selon une approche très concrète de la chose publique, et infinie, partes incertas. L'autre se réfère à des formae ou species, et cela implique une formalisation de la politique selon les catégories grecques. Mais on peut aller plus loin. Dans ce second modèle qui date du IIe siècle, c'est la forme qui détermine la res publica. Car les éléments qui la composent, d'abord, sont en nombre limité. Rappelons-nous ce que dit Polybe, le peuple, le Sénat, les consuls même, avec des fonctions définies et définies en relation au tout, dont l'unité est postulée a priori. Comme dans l'idée aristotélicienne du corps composé, ce qui compte, c'est que la res publica soit structurée de telle ou telle façon. Car la forme est fixe. Formas certas. Si bien que si un élément change, la structure et donc la nature de la res publica change. D'où l'idée qu'elle peut disparaître ou être radicalement transformée de l'intérieur. La constitution mixte est basée sur l'harmonie entre des parties bien définies, sur une relation presque mécanique et rationnelle entre les différents organes de gouvernement. Et c'est sur ces principes que repose la théorie du consensus que les historiens modernes ont reprise sans considérer qu'il s'agit d'une conception idéologique de la res publica. Dans ces deux parties surtout, dans ces deux approches, selon les partes et selon la forma, la place du conflit ne peut pas être la même. Dans la première approche, le conflit est une part du jeu politique. Et c'est ainsi que les populares, mais plus particulièrement César, par exemple, interprètent sa relation au sénateur dans les années 50. La question du changement, ici, ne se pose pas de manière aussi radicale. Dans cette conception, la politique est en quelque sorte impossible à prévoir. Elle est le résultat des tensions entre les partes. Dans la seconde configuration, au contraire, le conflit menace l'identité de l'État parce qu'il change sa structure et qu'il met en question l'unité de conception. La réforme, le changement deviennent intolérables. La violence de la répression contre Tiberius Gracchus et ses partisans, puis contre tous ceux qu'on nomme les séditieux populares, ne peut pas être pensée sans prendre en compte cette transformation de la conception de la politique dans une partie de l'élite. Ces mutations contribuent à mettre en place un nouveau paradigme politique qui d'ailleurs coexiste conflictuellement avec le précédent. Et on peut en distinguer trois aspects. Le premier point, c'est
dans ce nouveau paradigme la disparition de ce que j'appellerais l'altéronomie, c'est-à-dire la disparition de la capacité à penser le débat ou l'alternative. La notion originale de la res publica, cette notion indéterminée, que revendiquent les populares et que revendiquent jusqu'à César dans les années 50, cette notion de la res et sa description en partes, laisse penser que la société romaine tolérait les divisions. Rome était une société politique comme les cités grecques. Au contraire, à partir du IIe siècle, le conflit devient intolérable. On pourrait renverser la perspective habituelle qui consiste à dire que la crise de la République est une crise du consensus, en disant, au contraire, que la crise de la République reflète une incapacité de la classe dirigeante à tolérer le conflit, le débat. Polybe le dit très explicitement, la constitution mixte a mis fin au conflit que connaissait la res publica. Dans cette constitution, je cite, « Chacun reste à sa place ». 6, 5, 17. Il est clair qu'au IIe siècle, une partie de l'élite sénatoriale cherche à contrôler la vie politique et sous le prétexte de réaliser une concordia potestatum, comme Cicéron la définira, cherche à limiter le nombre de changements. La constitution mixte, c'est la parfaite théorie pour cette idée d'unification et de rationalisation de la politique. Mais vous voyez bien que ce n'est pas la réalité de la société romaine, que c'est seulement une part de cette réalité, puisque c'est une part revendiquée. Les deux théories coexistent jusqu'à la fin de la République. Alors, deuxième remarque, le second aspect de ce paradigme, c'est ce qu'on peut voir depuis les Gracques jusqu'à la fin de la République, un processus de substantialisation de la res publica, comme le montrent les nombreuses mesures prises au nom de la res publica à partir de cette époque. Je pense bien sûr au Senatus Consulte dit ultime, mais aussi aux mesures sillaniennes contre les tribuns et cette législation visant à punir les crimes contre la res publica, les décisions sénatoriales prises tout au long du 1er siècle contre ceux qui sont accusés d'agir adversus rem publicam ou contra rem publicam, enfin la loi de majesté sous Auguste, pour ne citer donc que ces exemples-là. Toutes ces mesures prises au nom de la res publica imposent une nouvelle idée, celle d'une nécessaire unité de la res publica, de son caractère même sacré, qui la rend capable de devenir une norme d'action, ce au nom de quoi on peut tuer des citoyens. Un retournement donc majeur, ce n'est plus l'expérience des affaires communes qui fait la cité, mais l'idée de res publica prédéfinie et autonome en quelque sorte par rapport aux citoyens qui guide l'expérience. On pourrait montrer comment le développement d'allégories atteste ce processus d'idéalisation. Allégorie dans les textes, où la res publica est présentée comme capable d'agir, de guider le peuple avec une voix, même un visage, le peuple n'étant plus lui-même qu'une abstraction. Une des plus belles illustrations de ces allégories est cette monnaie de Cossus Cornelius Lentulus de 12 avant Jésus-Christ, qui est d'ailleurs la seule véritable illustration, enfin représentation iconographique d'une allégorie de la res publica. J'espère simplement que cette monnaie n'est pas un faux. Alors, troisième point, ce qui est intéressant, c'est de relever que la constitution mixte, au fond, révèle une volonté de mettre fin à l'incertitude, de rationaliser la politique à travers une clarification de la nature de la res publica et à travers une réduction de ses principes à trois acteurs essentiels, le Sénat, le peuple et les magistrats. On a noté souvent que dans le texte de Polybe, les tribuns de la plèbe ont une place extrêmement réduite.
il ne fait allusion au tribun de la plèbe que 2 fois dans le texte. Et on dit, mais oui, il voulait aller vite et évidemment exposer l'essentiel des institutions. Mais la raison, c'est que Polybe choisit non pas ces éléments pour faire vite, mais parce qu'on assiste à un processus de réduction des parties et des principes de la res publica. Les réformes de Sylla en 83-81 ou le modèle cicéronien confirment cette conception. Alors, c'est dans ce contexte qu'il faudrait placer évidemment la conceptualisation cicéronienne, où la res publica devient un nomen, c'est-à-dire un concept. Sa théorie, pour ainsi dire, corporatiste du peuple, je ne vais pas le développer ici, mais ce qui est intéressant, c'est que cette théorie du peuple et de la res publica comme chose du peuple est développée dans 2 volets, en fait. On oublie toujours le deuxième. Mais le premier volet, c'est évidemment cette fameuse définition, la res publica est res populi, où on peut montrer que le génitif de relation a complètement changé. Donc la res publica est une sorte d'association de droit, societas juris. Mais deuxièmement, il ne faut pas oublier le deuxième volet qui est dans le songe de Scipion, selon lequel, pour préserver cette res publica, il faut faire la guerre à toute sédition, à tout ce qui menace la res publica elle-même, au détriment des citoyens. Alors, on peut, une fois constater cette réduction, et constater cette opposition constante tout au long de la République entre, d'un côté, cette expérience, cette communauté d'expérience, et de l'autre, cette res publica unifiée et devenue une norme d'action. Donc, il y a un troisième moment dans ce processus de formalisation, c'est le dernier point que je voudrais développer ici, qui est l'apparition, je dis bien l'apparition de l'icône SPQR, dont on peut dater l'apparition et qui me semble être peut-être le dernier élément de cette histoire de la formalisation de la res publica. Alors, on a coutume de dire que le Sénat et le peuple romain, c'est le titre traditionnel de la cité de Rome. Or, on peut se rendre compte très rapidement, je vais essayer de le faire assez rapidement pour ne pas monopoliser la parole, mais on peut se rendre compte très rapidement que d'abord, jusqu'au 1er siècle, cette expression cette expression Senatus Populusque Romanum n'apparaît pas de manière très fréquente. À vrai dire, j'en ai trouvé principalement 2 exemples au IIe siècle, et tous les 2 dans le même contexte international. Le premier exemple, c'est celui-ci. C'est une inscription qui évoque la décision prise par Paul Émile en 189 après une déditio d'un peuple. Donc l'impérator Lucius Aemilius, fils de Lucius, décrète que les personnes qui habitent Turis, la Scutana et sont les esclaves des Asastenses seront libres. Il ordonne qu'ils posséderont les terres et la ville qu'ils possèdent tant que le peuple romain et le Sénat le décideront. Dum poplus, c'est le mot latin, poplus, senatusque Romanus, une expression qui d'ailleurs place le peuple en tête, et deuxièmement, qui se retrouve dans un contexte international, exactement comme la deuxième attestation, avec la même expression, la deuxième attestation qui se trouve dans la table d'Alcantara, datée de 104 avant Jésus-Christ. On trouve en revanche des dédicaces, enfin une dédicace au IIe siècle faite au
peuple des Romains et au Sénat. C'est une dédicace d'une couronne d'or qu'on a trouvée à Délos et qui reprend cette expression, mais qui n'est pas issue donc de Rome. On peut facilement sauter au 1er siècle avant Jésus-Christ, où une série de références apparaît, mais très tardivement. D'abord, principalement dans les sources littéraires, évidemment massivement chez Cicéron, un tout petit peu, très peu chez César et Salluste, massivement chez Cicéron. On trouve par exemple 16 fois dans les Philippiques, associés en partie à Res Publica, et dans quelques inscriptions honorifiques. Par exemple, donc à la fin de la période, dans les années 40, cette inscription d'Asernia, qui date de 42 et qui 42-41, et qui est dédiée au génie du divin Iule, donc que le Sénat et le peuple romain a porté au rang des dieux. On peut dire qu'à cette époque, l'expression fait partie du langage commun de l'élite, mais vous voyez que le nombre de références est extrêmement réduit, que d'autre part, cela apparaît après une longue période de conflit entre, d'un côté, le Sénat, défenseur autoproclamé de la Res Publica, et de l'autre côté, le peuple, entre les Senatus Consultes et les lois, et donc dans un moment où le consensus apparaît comme la condition de la sortie de la violence, d'un retour à la question constitutionnelle. Je pense évidemment à l'œuvre de Cicéron. C'est cette Res Publica que prennent en charge les triumvirs, dont la titulature Rei Publicae Constituendae, et les pratiques sont si ambivalentes. Mais on remarquera que le Sénat et le peuple romain n'apparaissent jamais, et pour cause, sous les triumvirs, dans les documents de l'époque triumvirale. Il faut attendre ensuite le début des années 20, disons plus précisément en 30, donc à la fin des années 30, au début des années 20, pour voir réapparaître cette notion, cette locution, notamment dans un contexte honorifique. Par exemple, dans l'inscription de l'Arc commémorant les 3 triomphes d'Octavien en 29, ou dans l'Arc de Rimini, daté de la deuxième moitié de l'année 27, le Sénat et le peuple romain à l'empereur César Auguste, à l'impérator César Auguste, fils de Jules, etc. C'est sous ce même signe, évidemment, que sont placés les honneurs de janvier 27, le titre d'Augustus et le bouclier des vertus, dont l'inscription indiquait qu'il lui était offert par le Sénat et le peuple romain, comme Auguste le rappelle d'ailleurs dans les Res Gestae, et comme le confirment les inscriptions, l'une trouvée à Rome, l'autre à Arles, où se trouve donc la copie, enfin l'une placée à Rome et l'autre à Arles, où se trouve la copie du Clipeus Virtutis Senatus Populusque Romanus. Le Sénat et le peuple romain ont offert à l'impérator Caesar, etc., consul, le bouclier en raison de son courage, de sa clémence, sa justice, sa piété envers les dieux et la patrie. Alors, les exemples se multiplient ensuite, toujours dans le cadre d'honneurs consacrés à Auguste et à sa famille. On peut même dire que la référence conjointe au Sénat et au peuple prend sa source dans ces honneurs, qui reflètent bien la tension entre un projet avoué de rétablir la continuité institutionnelle et le rôle de l'homme providentiel. Il y a là un changement considérable avec la tradition républicaine et la formule devient un des slogans d'Auguste. Pour preuve, donc, l'apparition du sigle SPQR qui sera utilisé sur les monnaies ou les inscriptions par le régime augustéen et par tous ceux qui ensuite voudront s'y référer. Alors, la première occurrence de ce sigle SPQR se trouve dans les monnaies impériales frappées dans un atelier qu'on situe le plus souvent dans la péninsule ibérique.
J'espère que tu vas confirmer ma découverte. Ces monnaies sont datées de 1918, après la victoire sur les Parthes en 20, puis on les retrouve en 17, puis à Nîmes en 1918 aussi parallèlement, à Rome en 16 et également dans l'Orient du bassin méditerranéen. Ces monnaies d'or ou d'argent portant le sigle SPQR au revers, mais parfois également aussi au droit, sont émises dans le double contexte, des victoires d'Auguste en Espagne, célébrant la première victoire militaire d'Auguste en tant qu'Auguste. Au droit de ces monnaies figure la tête d'Auguste, laurée ou non, et l'inscription Caesar Augustus, ou tout simplement Augustus parfois, ou Caesari Augusto. Et surtout, donc, célébrant aussi le retour des aigles romaines et des prisonniers romaines, d'où parfois sur certaines monnaies l'apparition de la légende Obquives Servatos pour la sauvegarde des citoyens, à quoi se réfère aussi la dédicace de l'hôtel de la Fortuna Redux en 19. Cette restitution augustéenne n'est donc pas simplement un retour au passé, comme les monnaies l'illustrent de manière éclatante. SPQR dit en un raccourci saisissant la légalité nouvelle dans un langage républicain tardif, un langage cicéronien surtout, celui du consensus. Dans ces monnaies, le prince n'est pas toujours représenté, mais il est présent au moins par son nom au droit et parfois aussi au revers, y compris à côté de SPQR, une sorte de constitution mixte, comme le dira Aelius Aristide, constitution mixte de l'époque impériale. En frappant ce sigle, Auguste non seulement consacre définitivement l'idée qu'il a rétabli la continuité institutionnelle, mais il agit en fait comme un antiquaire. Il fait exactement ce que Varron a fait pour les 7 collines, il invente une tradition. L'abréviation, associée à différents syntagmes, devient l'expression de sa légitimité, qui repose moins sur le pouvoir du peuple et du Sénat que sur le rôle du peuple et du Sénat dans l'attribution des honneurs et des pouvoirs. Et son usage accompagnera toujours désormais cette revendication d'une continuité constitutionnelle sous le signe d'Auguste. Par exemple, après un règne despotique, on le trouve dans les monnaies de Vindex, après une guerre civile chez Vespasien, et pouvant même servir de contre-marque après la Damnatio Memoriae de Néron. Cette invention d'Auguste a une triple efficacité. D'une part, Auguste rend accessible aux provinciaux le fonctionnement des institutions romaines. Le SPQR fait écho au langage utilisé par les Grecs et pas du tout par les Romains. Il a plu au Sénat et à la boulée et au peuple. Et c'est un langage de la communication avec les provinciaux. Il y a un effet de miroir dans ces échanges et un art de la communication. Deuxièmement, la formule fait passer le message de la légalité de l'action du princeps, tout en mettant le Sénat à l'équivalence du peuple comme source du droit. Ce qui est quand même ce qu'il faut mettre en perspective avec le siècle qui vient de s'écouler, de conflits, comme je le disais, entre le Sénat et le peuple, entre la loi et le Senatus Consulte. Enfin, cette invention fait du consensus la base idéologique de la cité et du prince, le défenseur de la res publica, elle-même incarnée dans l'image monétaire à proprement parler. Alors cette histoire de la res publica, dont j'ai voulu présenter juste un petit aspect, ne s'achève pas avec Auguste. On peut voir sous l'Empire d'autres déplacements, mais ce qui m'a semblé intéressant ici à vous présenter, c'est cette oscillation, cette coexistence entre deux conceptions de la res publica et ce qu'on peut retrouver peut-être dans les débats politiques aujourd'hui. Entre une res publica qui est définie comme une communauté d'expérience, où l'accent est mis sur les citoyens,
Autre chose est de définir quel citoyen, bien sûr, et une res publica formalisée, réduite, substantialisée, où les citoyens sont soumis à une norme qui les transcende. En travaillant sur ce concept de res publica et de toute la constellation lexicale et sémantique qui entoure le concept, on peut s'interroger sur la nécessité ou pas de renouveler le langage politique. Et on peut se demander justement si nous ne sommes pas, nous, contemporains, piégés par cette langue politique qui nous vient de si loin et que nous reprenons sans en voir toujours les implicites. Voilà, je voulais m'arrêter ici et vous remercier de votre attention.